à la fois un défi mondial et qui interpelle tous les acteurs qui participent à l'utilisation de ces antimicrobiens, qu'il puisse s'agir d'antibactériens, d'antiviraux et d'antifongiques. Et dans cette perspective, nous nous réjouissons de cette très belle initiative prise par ECHO en partenariat avec Pfizer de mettre en place un dispositif de formation basé sur le stewardship. Donc, la première initiative à l'échelle nationale a été avec le professeur Alemotou et son équipe dans le domaine du VIH et des IST. Et c'est pour la première fois dans un pays francophone, au Sénégal, nous avons l'honneur de pouvoir démarrer cette activité qui est basée sur l'étude des cas et la résolution de problèmes, qui a, avec, la participation de tous les acteurs qui ont en charge la lutte contre la résistance bactérienne et la prise en charge des patients. La particularité, j'en ai discuté hier, c'est que nous avons dans ce démarrage-là pris en charge le volet humain, mais il pourrait, dans l'avenir, s'élargir vers d'autres secteurs, particulièrement le secteur animal. Et aussi avoir la possibilité aussi de traiter des antibactériens, des antifongiques, antiparasitaires et antiviraux. Nous aurons l'occasion, en tout cas, on se réjouit de pouvoir démarrer cette activité et nous félicitons professeur Alinoto, le remercions pour son accueil, mais aussi M. Kona Asuman, qui a pris l'initiative de bien coordonner l'activité au niveau national. Voilà, donc je me réjouis de ce démarrage et nous allons peut-être laisser, oui, Kona, nous avons peut-être aussi besoin d'avoir un message de l'Université de New Mexico à travers ECHO. Il était prévu qu'il y ait un mot de bienvenue de Noah ou bien de Judah. Judah, on est à votre disposition pour le message de bienvenue et d'ouverture. Oui, merci beaucoup, hein. Bonsoir, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma profonde gratitude pour l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement scientifique du projet ECHO Teach-EMS au Sénégal. C'est un honneur d'être parmi vous pour aborder le défi majeur de la résistance aux antimicrobiens, une mission essentielle pour la santé et le bien-être de votre nation et de vos concitoyens. Je suis Jutta Lim, responsable du soutien stratégique pour les initiatives de santé mondiale de ECHO. J'ai travaillé avec des partenaires africains pendant près de 10 ans et je vous rejoins aujourd'hui depuis l'Université du Nouveau-Mexique aux États-Unis, le siège de l'Institut ECHO. Je représente mon collègue, le professeur Bruce Strominger, responsable du département des initiatives de santé mondiale de l'Institut ECHO. Malheureusement, il ne peut pas être présent aujourd'hui. Je tiens à saluer spécialement, pardonnez-moi si ma prononciation est incorrecte, le professeur Cheikh Sadbou Boye, président de la Société sénégalaise de microbiologie, SOCEMIC, Madame Senaboulo, secrétaire générale de la SOCEMIC, le professeur Halimatou Diop, responsable du laboratoire de référence VIH, et Madame Manis Pierre, représentante de la Société américaine de microbiologie. Votre engagement envers le projet ECHO Teach-EMS témoigne de votre volonté de renforcer les capacités des prestataires de soins de santé au Sénégal et de votre détermination à promouvoir le bon usage des antimicrobiens, améliorant ainsi la qualité de vie de vos concitoyens. Je suis d'autant plus honorée que le Sénégal est le premier pays francophone et le 7e pays en Afrique à lancer un programme Teach-EMS après le Kenya, l'Ouganda, le Malawi, le Ghana, la Zambie et le Rwanda. Teach-EMS est une collaboration du projet ECHO avec Pfizer. C'est l'abréviation de Telementoring, Equity and Advocacy
Collaboration for Health through Antimicrobial Stewardship, ce qui signifie télémentorat, collaboration en matière d'équité et de plaidoyer pour la santé grâce à la gestion des antimicrobiens. Cela reflète un engagement collectif à être à la pointe de la lutte contre la rame sur le continent. Le projet ECHO est bien plus qu'une simple initiative de santé. C'est une révolution de la manière dont la connaissance médicale est bien partagée et amplifiée pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Fondé en 2003 par le professeur Sanjeev Arora, le projet ECHO a évolué pour devenir une communauté mondiale d'apprentissage virtuel collaboratif suivant la philosophie que tous enseignent, tous apprennent. Aujourd'hui, avec plus de 500 partenariats actifs dans plus de 80 pays, le projet ECHO est un modèle éprouvé qui surmonte les barrières géographiques et socio-économiques pour offrir des connaissances spécialisées partout et à tous. Notre collaboration avec la SOCEMIC et ASM est un jalon important faisant du Sénégal un leader dans la promotion du bon usage des antimicrobiens et en Afrique de l'Ouest. Ce qui rend le contexte sénégalais particulièrement remarquable, c'est l'engagement envers l'approche intégrée One Health, une seule santé. Cette approche reconnaît l'interconnexion profonde entre la santé humaine, animale et environnementale. Au Sénégal, on comprend que la résistance aux antimicrobiens n'est pas un problème isolé du domaine médical, mais un enjeu multisectoriel qui nécessite une réponse coordonnée. Cette particularité sénégalaise vous place à l'avant-garde de la lutte contre la rame en mettant en œuvre des solutions innovantes qui tiennent compte du contexte culturel et socio-économique. Ce projet ECHO-TCMS vient enrichir l'environnement d'ECHO au Sénégal qui a, depuis le début de l'année, lancé 2 programmes ECHO qui rencontrent un énorme succès. Nous tenons à rendre hommage à professeur Alimatou Diop qui a rendu tout cela possible et a lancé le premier programme ECHO sur l'équité de genre et le leadership dans les pays francophones en Afrique. Je tiens à remercier Jacques Persson qui a contribué sans relâche à la réalisation de ce projet. Je sais qu'il a fallu beaucoup d'efforts pour arriver à ce jour et enfin démarrer le programme. Je dois également remercier mon collègue M. Conan Alphonse qui a continué à faire avancer le projet depuis février. Votre travail acharné et votre patience sont la pierre angulaire de votre succès futur. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où les professionnels de santé sont équipés pour combattre efficacement la résistance aux antimicrobiens et où chaque patient bénéficie des meilleurs soins possibles. Au nom du professeur Sanjeev Arora et de toute notre équipe ECHO, Rodrigue, moi je vais notre engagement continue à travailler main dans la main avec la SOCEMIC, ASM, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et tous nos partenaires pour réaliser nos ambitions et dépasser nos objectifs pour la parfaite implémentation d'ECHO-TCMS au Sénégal. Merci à tous pour votre présence, votre engagement et votre passion. Ensemble, nous allons construire un Sénégal plus sain et plus fort dans la promotion du bon usage des antimicrobiens et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Merci beaucoup. Merci, Julia. Merci, Jutta, pour cette allocution d'ouverture à cette session. Nous allons maintenant donner la parole à l'expert, professeur Seydou Boulot, pour qu'elle puisse se présenter à nous aussi.
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci. Moi, je suis le professeur Seyna Boulo. Je suis professeur titulaire de bactériologie-virologie à l'EFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je suis également responsable du laboratoire régional et de la banque de sang de Saint-Louis. Et par ailleurs, je suis la secrétaire générale de l'Association sénégalaise de microbiologie. Donc, pour moi, c'est un grand honneur d'être là aujourd'hui et je profite de cette occasion pour remercier l'équipe ECO, remercier également le professeur Boy et le professeur Ali Matou qui nous a permis d'utiliser, en tout cas d'être là aujourd'hui pour pouvoir dérouler cette première session. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les infections associées aux soins, au niveau des clins des différentes structures hospitalières que j'ai eu à fréquenter. J'ai également travaillé beaucoup dans le cadre de ma thèse de PhD sur les entérobactéries productrices de BLSE et les entérobactéries productrices de carbapénémase. Et peut-être c'est l'occasion pour laquelle je suis là en tant qu'experte pour pouvoir discuter de ce cas. Et je travaille également dans la surveillance des bactéries multirésistantes au niveau de l'environnement. Et donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème qui présente une importance capitale. C'est un thème d'actualité. Nous savons que la résistance aux antimicrobiens, en tout cas, joue un rôle important dans la prise en charge. Donc, on a beaucoup de déchets thérapeutiques dans la prise en charge de nos populations. Et donc, c'est l'occasion pour échanger sur les cas pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire avoir une bonne prise en charge de notre population. Voilà, de façon très ramassée. Je vous remercie. Merci, professeur Blo. Nous allons maintenant donner la parole à la représentante de l'ASL pour son allocution. Merci, merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Manis Pierre avec ASM. ASM est une organisation qui dit American Society for Microbiology. On a environ 30 000 membres partout. Ça fait un plaisir d'être ici pour représenter ASM. Et notre organisation, on collabore avec le projet ECO depuis 2018 pour proposer des programmes de formation virtuelle sur la résistance aux antimicrobiens, AMR-RONEL, SARS-CoV-PCR et le diagnostic en laboratoire de la méningite, du choléra et d'autres maladies entériques. Euh, Cette initiative du projet ECO implique des laboratoires à distance. Et on a continué à faire le télémentorat et encourager l'apprentissage entre pairs et la résolution collaborative des problèmes en microbiologie. Ces collaborations, notamment, ont impliqué les laboratoires de référence. On a commencé en Éthiopie, le Kenya, le réseau universitaire Africa One Health et aussi en Tanzanie. Depuis tantôt 2 ans, on a initié la collaboration avec l'Université du New Mexico pour le projet ECO. Depuis lors, ce fut un plaisir de nous engager, de servir. Ce modèle d'apprentissage a présenté beaucoup d'avantages très significatifs pour renforcer les capacités du personnel de laboratoire. Et nous sommes très honorés de faire partie de cette initiative. Je tiens à remercier les membres de l'équipe de UNM, Utah, Amy, Bruce, Noah et Conan, qu'on a beaucoup travaillé avec. Et je tiens à remercier l'équipe du Sénégal, les responsables et les secrétaires, et particulièrement professeur Boyer, que j'ai eu la chance de connaître depuis tantôt. Je pense que c'est une très belle initiative et d'avoir Sénégal parmi les groupes des pays qui ont lancé cette initiative. Je tiens à renforcer mon engagement aussi pour collaborer avec UNM, pour collaborer avec Sénégal. Vous pouvez toujours compter sur euh, ASM pour supporter le programme. Encore félicitations et merci de l'invitation. À vous.
Le micro est fermé. Nous remercions Manise pour ses mots de bienvenue à cette session. Avant de présenter le cas, nous allons présenter déjà l'agenda de cette session. Oui, housekeeping. Moi, j'aime bien. Non, non. Donc, après les mots d'allocution des membres invités, nous consacrons 10 minutes à la présentation de cas qui sera faite par Dr Babacar Ndiaye, suivi de questions de clarification des participants que vous êtes et des recommandations. Donc, et avant de clôturer la session, nous ferons des échanges avec l'expert ici présent, professeur Lo. Après cet agenda, nous voudrons dire à tous les participants que cette session est sous enregistrement, qu'on ne devrait pas que vous divulguiez d'informations de santé protégées ou des informations personnellement identifiables. Et lorsque vous prenez la parole, de garder votre téléphone surtout en mode portable, en mode silencieux. Suivant. Vous pouvez contacter le support informatique via le chat également quand vous avez des soucis de vous connecter. Et vous pouvez toujours retrouver les présentations écho après, puisque cette session est enregistrée et en y participant, vous acceptez qu'on vous enregistre déjà. Nous vous remercions pour votre coopération dans ce sens-là. À la fin des sessions, également, vous pourrez disposer de certificats de participation. Mais notez également que dans ce programme ECHO, on a un logiciel qui recueille les informations telles que vos inscriptions, l'assiduité à la connexion à ces sessions, les échanges et les réponses qui seront fournies, et que toutes ces données sont collectées et peuvent être utilisées également pour des publications. Donc, vous pouvez également rejoindre la communauté ECHO à travers ce lien qui sera partagé également dans le chat tout au long de la session. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la présentation de cas en introduisant Dr Babacar Ndiaye. Dr Babacar Ndiaye est un pharmacien biologiste, ancien interne des hôpitaux de Dakar et qui officie actuellement à l'Institut Pasteur de Dakar. Babacar, vous avez la parole. Babacar? Oui, professeur. Oui, voilà. Là, vous m'entendez? Là, on vous entend parfaitement. D'accord. Je vais partager mon écran rapidement. Est-ce que vous voyez l'écran? Nous voyons l'écran. Vous pouvez le mettre en mode de diaporama. OK. Voilà, c'est parfait. Okay. Juste... Le partage est parti, Babacar. Il est excité, hein? Babacar, c'est toujours en ligne? Alors, apparemment, la connexion de Babacar n'est plus en ligne. On va continuer les présentations des participants qui voudront bien ouvrir le micro et se présenter. Biransa, ciao. La parole est à qui veut la prendre? Bonsoir, professeur. Donc, c'est Bonsoir, Bernard Sardon, responsable laboratoire technicien supérieur en biologie au centre de santé de Khombole. Bienvenue, Biran. Nous pouvons également redonner la parole au coordinateur de la SOCEMI pour quelques mots à nouveau, le temps que Babacar se mette en place.
Nous nous réjouissons déjà de la participation diversifiée, parce que nous avons tous les acteurs de santé publique, allant du technicien jusqu'à l'infectiologue. Cela donne une possibilité de pouvoir travailler sur la prise en charge du patient, parce que nous avons tout à l'heure un infectiologue responsable d'activité au niveau de l'hôpital principal, M. Diop. Vous dire que la prise en charge du patient va au diagnostic clinique, l'histoire de la maladie jusqu'à la prise en charge thérapeutique. Voilà, ces éléments sont importants. Babacar est revenu. Quand nous avons l'occasion dans la discussion, nous avons la chance d'avoir une vétérinaire qui est connectée, qui est le responsable de microbiologie à l'école interétat de sciences de médecine vétérinaire du Sénégal. Ils sont très souvent en interaction avec l'humain, surtout à travers les animaux, à travers la volaille. Donc nous nous réjouissons que le professeur Rianatou Badara soit connecté. Et là, vous montre que nous avons un concept de One Health au Sénégal. Nous aurons la possibilité, pour certains cas, de les discuter à la fois chez l'humain et chez l'animal. Nous aurons l'occasion éventuellement de la... à nouveau en ligne. Babacar, merci. On vous repasse la parole, Babacar. Rapidement, oui. Merci. Là, vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Vous voyez mes diapositives? Également. Très bien. Allez-y. Ok, je vous remercie, professeur. Alors, mesdames, messieurs, chers maîtres, chers collègues, je suis très heureux de participer à cette session de ECHO qui constitue aujourd'hui le lancement des activités portant sur la RAM qui sont coordonnées par la SOCEMIC. Je vous remercie déjà de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous ce cas qui porte sur Klebsiella pneumoniae ST147 multirésistante isolée à Dakar au Sénégal. Pour rappel, Klebsiella pneumoniae est une entérobactérie qui est impliquée dans un large éventail d'infections associées aux soins. Et le clone ST147 est à haut risque du fait qu'il peut héberger divers gènes de résistance. Et parmi ces gènes de résistance, nous savons que les gènes de résistance qui confèrent une résistance au carbopénème, tels que les NDM, sont très redoutés. Le NDM, initialement connu en Inde, aujourd'hui constitue une préoccupation de santé mondiale quand on parle d'antibiorésistance. Mais malgré l'augmentation des notifications, que ce soit en Europe ou bien en Asie, il existe peu de données sur la prévalence et l'impact en Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal. Ainsi, je voudrais partager avec vous ce cas. Il s'agissait d'une patiente âgée de 72 ans qui a été vue à la consultation d'une clinique ici à Dakar. À la clinique, elle présentait un état fébrile, une confusion, des signes d'infection urinaire et une antibiothérapie en cours qu'elle devait prendre, qui était à base de phosphomycine, juste après son prélèvement de bactériologie. Pour l'antibiothérapie au cours des 3 derniers mois, ça n'avait pas été précisé. Les antécédents médicaux importants ici étaient le fait que la patiente était alitée pendant plusieurs mois des suites d'un accident vasculaire cérébral. Elle avait une altération de la mobilité et de la conscience et présentait des signes compatibles avec une infection des voies urinaires. Ici, les résultats significatifs de l'examen sont entre autres l'altération de la mobilité et de la conscience, mais aussi les signes d'infection urinaire. À la biologie, notamment la numération formule sanguine, montrait une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Il n'y avait pas d'atteinte rénale, mais nous pouvons noter ici une atteinte des signes d'atteinte cardiaque, notamment avec l'augmentation des marqueurs comme les D-dimères et la troponine I. Un examen cytobactériologique des urines avait été demandé et l'échantillon avait été collecté à la date du 11 et l'analyse a été faite au laboratoire le même jour. Au jour 1, nous avons effectué un examen microscopique. Ensuite, nous avons ensemencé sur Chromogar orientation de BD
Et le lendemain, après incubation entre 18 et 24 heures, notre culture sur le milieu montrait des colonies bleues qui faisaient référence au groupe KES qu'il fallait identifier avec l'automate, le mal du TOF. Et nous avons fait notre antibiogramme grâce au VITEC 2. L'examen cytobactériologique montrait, entre autres, un examen macroscopique avec des urines troubles. Les cellules épithéliales étaient présentes, les cellules rénales absentes et une leucocyturie à 10,5, l'absence de cristaux et un dénombrement des germes urinaires qui était supérieur à 10 puissance 5. L'antibiogramme montrait que l'amoxicilline acide clavulanique était résistante. Donc, pour résumer ici l'antibiogramme, on se rend compte que la bactérie résistait à pratiquement toutes les familles d'antibiotiques, notamment les bêta-lactamines, ici jusqu'au carbapénem, avec l'ertapenem qui est résistante, la résistance aux aminosides, aux fluoroquinolones, la résistance aussi à la thémocyline et l'association piperacilline-tazobactam. Donc, notre bactérie résistait pratiquement à toutes les familles d'antibiotiques qui ont été testées. Alors, nous avons utilisé pour cette souche la souche E. coli ATCC 25922 comme contrôle de qualité et nos résultats étaient conformes. Face à ces résultats, nous avons jugé nécessaire de compléter ce bilan à travers des examens complémentaires, notamment en génomique. Nous avons séquencé cette bactérie comme ça sortait un peu de l'ordinaire en utilisant la plateforme Illumina MySeq. Et le séquençage, l'analyse des outputs montrait, grâce à l'outil Pathogen Watch, que notre bactérie était du séquence type ST147. Qui est un clone qui est très redouté. Et les supports génétiques de cette résistance observée à l'aspect phénotypique montraient que nous avons eu pratiquement beaucoup de gènes de résistance, notamment les bêta-lactamases de la classification d'Amler avec la classe D qui est représentée conférant, notamment OXA1, conférant une résistance aux pénicillines, les CTXM1 15 qui était notamment la classe A d'Amler, et surtout le NDM5. Le NDM5 qui est un gène de résistance qui confère une résistance au carbapénem. Nous avons aussi les gènes de résistance aux aminoglycosides, notamment les aminoglycosides acétyl. Voilà. Donc, et nous avons aussi les gènes comme GIR-A et PARC-C qui confèrent une résistance au fluoroquinolone et surtout la phosphomycine. N'oublions pas que le malade était après sous phosphomycine. Le gène de résistance à la phosphomycine a été retrouvé en utilisant l'outil ResFinder. Quel était le support génétique retrouvé qui supportait cette résistance? Nous avons vu que avec les outils dont on a utilisé, que cette résistance était portée en majorité par des plasmides que nous présentons ici. Et nous savons que quand la résistance est portée par les plasmides, la diffusion et la propagation de cette bactérie est facilitée. Après ce qu'on a fait en microbiologie, les interventions suite aux résultats du laboratoire de microbiologie, un autre contrôle CBU de la patiente avait été effectué et l'isolement, nous avons, à la date du 19 avril, nous avons isolé la même bactérie avec un profil de résistance aux antibiotiques testés qui était idem. Donc là, nous faisions face à une véritable impasse thérapeutique. En termes d'évolution, la patiente a été perdue de vue depuis la date du 19. Donc, elle était injoignable sur tous ses numéros, que ce soit les numéros laissés à l'Institut Pasteur ou bien les numéros laissés au niveau de la clinique jusqu'à ce jour. Les hypothèses probables, la patiente a disparu ainsi. Est-ce qu'elle était en voyage? C'est tout ce que nous lui souhaitons. Ou bien est-ce que le patient a été décédé? Nous ne pouvons pas l'affirmer à 100%, mais aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus probable parce que jusqu'à ce jour, on tente de la joindre sans succès. Quelles sont les leçons que nous apprenons de ce cas? Au décours de cela, nous
pouvons retenir qu'au Sénégal, il circule des bactéries hautement résistantes menant à des impasses thérapeutiques, des bactéries autrement connues dans d'autres zones, notamment en Inde et en Chine, notamment et surtout rapportées en Europe. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette frontière, les bactéries circulent. Il est important aujourd'hui de renforcer la capacité des laboratoires pour la détection et pour limiter ainsi la propagation de ces bactéries. Il est important de tester des molécules de dernière génération, notamment les C4G, les 5G. Mais face à ces recommandations, il s'oppose le challenge de la disponibilité des molécules, des nouvelles molécules et des nouvelles stratégies thérapeutiques, notamment la phagothérapie, qui est aujourd'hui en phase d'étude avec des thèses là-dessus. Mais aujourd'hui, il est important aussi d'adopter un bon usage des antibiotiques dans le but de préserver l'arsenal thérapeutique dont nous disposons. Mais sensibiliser et former les professionnels de santé sur le management des BMR, notamment quand il s'est détecté par le laboratoire, que les services puissent être formés à prendre en charge ces cas pour éviter leur propagation. Il est important aussi de renforcer la recherche scientifique locale sur les résistances aux antimicrobiens, dans le but de non seulement proposer d'être au rendez-vous des données, mais aussi proposer des solutions face à cette résistance aux antibiotiques, des solutions qui sont locales. À la fin de cette présentation, je voudrais inviter l'ensemble de la communauté ECHO. Nous savons que nous avons mis en place des actions pour faire face à ce cas, mais nous vous invitons à partager avec nous des contributions pour mieux gérer ces cas de figure. Nous savons que la PCR, nous savons que les outils moléculaires ne sont pas disponibles et que face à cette situation, il faudra essayer de trouver des solutions locales dont nous espérons aujourd'hui, à travers cette discussion, les infectiologues d'un côté, le personnel dans les régions, ensemble, nous allons trouver des solutions adaptées à notre contexte qui nous permettra de répondre à ce défi des bactéries multirésistantes. Je voudrais terminer en remerciant la Société sénégalaise de microbiologie pour l'opportunité qui m'a été donnée pour présenter ce cas, l'American Society for Microbiology, l'Université de New Mexico, le projet ECHO et surtout l'Institut Pasteur où nous servons, et l'ensemble de mes collègues avec qui nous travaillons et qui nous facilitent l'avancée quand on fait face à des situations comme ça, avec qui nous partageons vraiment beaucoup de plaisir à travailler au jour le jour. Donc, je vous remercie. Merci, Dr Babacar. On aura pour lui. Dr Babacar vient de nous présenter le cas d'aujourd'hui, de cette première session ECHO-AMS, que nous allons résumer rapidement. Le cas concernait une patiente très âgée, alitée, avec des antécédents d'accidents vasculaires cérébraux, avec une suspicion de foyer au niveau du tractus urinaire. Pour cela, un examen cytobactériologique des urines avait été prescrit et au décours duquel on a isolé une Klebsiella pneumoniae. Une Klebsiella pneumoniae qui a présenté beaucoup de résistance après avoir fait l'antibiogramme, une multirésistance concernant plusieurs familles d'antibiotiques, à savoir les bêta-lactamines, les fluoroquinolones, mais également les aminosides. À l'issue de cet antibiogramme, au plan phénotypique, pour pouvoir traiter, ils ont procédé à un séquençage de cette bactérie pour pouvoir voir les gènes de résistance. Gènes de résistance qui ont montré que la bactérie possédait le gène CTXM codant la résistance pour les C3G, mais également le NDM5 qui code pour la résistance au carbophénol. À l'issue de ce séquençage également, le gène de résistance codant pour la phosphomycine également avait été utilisé puisque la patiente avait été sous traitement en utilisant cette molécule. Les plasmides qui portaient ces gènes de résistance
ont montré également une diffusion assez rapide. Les plasmides en général diffusent rapidement et permettent une propagation rapide de ces bactéries multirésistantes, ce qui peut suggérer également qu'il y a une circulation ou une diffusion de ces BMR dans ce pays. Donc, malheureusement, le CBI de contrôle qui a été effectué le 19 avril a montré également un isolement de la même bactérie avec le même profil de résistance, une BMR. Donc, à l'issue de ce cas, donc, Dr Babacar a émis plusieurs suggestions et des recommandations, à savoir de pouvoir tester les molécules de 3e génération, les C3G. Il a également suggéré de pouvoir mettre à la disposition des laboratoires des moyens afin qu'ils puissent aller à ce stade, c'est-à-dire de pouvoir séquencer, utiliser des outils moléculaires pour pouvoir faire face à ce type d'impasse thérapeutique. Donc, je vous remets la parole à toute cette communauté qui s'y présente. Si vous avez des questions de clarification à adresser à Dr Babacar par rapport à ce cas, je précise des questions de clarification plutôt que des recommandations. On a déjà professeur Camara qui vient de lever la main. Professeur Camara, bienvenue. Merci beaucoup, professeur Awa, de m'avoir donné la parole. Je voudrais encore une fois remercier la plateforme ECO Mexico de nous avoir permis d'accéder à cet outil de partage d'informations à travers la communauté scientifique. Remercier également American Society of Microbiology, auquel nous sommes aussi affiliés, hein, je pense. Également remercier le professeur Alimatou pour nous avoir hébergés pour ce coup d'essai. Je pense qu'il y a une réussite, hein, et félicitations à Babacar pour cette présentation de cas. Donc, la question que moi, je me suis posée, c'est pourquoi le patient a été mis sous phosphomycine. Quand on sait que la phosphomycine, le niveau de mutation est très faible. Donc, c'est un antibiotique qui sélectionne facilement les résistances aux antibiotiques. C'est une molécule qui est généralement recommandée pour être utilisée en association avec une autre famille d'antibiotiques. Autre chose également, côté antibiogramme, pourquoi l'amicacine n'a pas été testée? C'est passé rapidement, je n'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas vu également les polypeptides. D'autant plus que le patient est un terrain fragile. Déjà, la patiente est âgée. Il a une comorbidité grave. Je pense que normalement, on devait tester d'autres molécules pour avoir un champ d'action beaucoup plus large pour pouvoir intervenir. Donc, voilà quelques questions que je me pose, hein, avant de revenir plus tard vers les recommandations. Merci. Merci, professeur Camara, pour cette intervention. Je pense que Babacar note bien. Nous allons redonner la parole à Olivier. Ensuite, Nathalie prendra le relais. Olivier, avez-vous des questions de clarification pour Dr Babacar? Ou Nathalie? Ceux qui ont levé la main, oui. Allô, professeur? Oui, Léon est là. Oui, merci, professeur, pour cette présentation et merci de nous avoir passé la parole. Ma question est un peu une question. Pouvez-vous vous présenter d'abord, Léon est là? Institution et pays d'origine? Nous avons perdu Léonella. Présenté et que ce germe identifié est associé aux soins hospitaliers. Est-ce qu'on a investigué pour savoir si c'est une résistance acquise
ou si c'est une résistance transmise. Dans le cas où on aurait investigué que ce soit une résistance transmise, peut-être par un acte de soin, quelles sont les mesures spécifiques qu'on a prises pour circonscrire le foyer où cette transmission pourrait avoir eu lieu pour éviter une propagation ultérieure au cas où ce serait lié aux actes de soins? Merci Léonella. On donne la parole à Kouyaté. Nafali. Bonsoir, professeur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Dr. Kouyaté Roufali. Je suis de nationalité guinéenne, étudiant de chirurgie générale à l'Université d'Abidjan. Je voudrais dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Merci à Dr. Babaka pour la présentation. Ma question est la suivante. C'est la suite de la prise en charge de la patiente si elle n'était pas porteuse disparue. Si elle n'était pas privilégiée, quelle serait la suite de la prise en charge? Merci. Merci Nafali pour la question. Ablaye, vous pouvez ouvrir votre micro. Babaka, vous pouvez... Professeur, vous me redonnez la parole? Vous voulez que je réponde ou bien qu'on attend d'avoir toutes les questions? Il y a d'autres intervenants qui veulent peut-être poser des questions. Tu peux? Oui, oui, vous pouvez. Allez-y. Merci beaucoup. Merci, docteur Babacar, pour la présentation donc, de ce cas très intéressant. Moi, j'ai juste deux préoccupations. La première, vous avez parlé dans les recommandations, le fait de disposer de nouvelles molécules d'antibiotiques pour la prise en charge donc, de ce cas avec des multirésistances. Est-ce que bon, vous avez projeté de faire quelques études avec les nouvelles molécules pour pouvoir proposer de quelles molécules est-ce que vous voulez parler? D'autant plus que vous avez précisé avec les nouvelles C3G. D'accord? Ça va nous permettre donc de pouvoir les disponibiliser donc, au niveau donc, du pays pour assurer une meilleure prise en charge. L'autre préoccupation, c'est qu'à la fin, vous avez essayé de contacter le patient et malheureusement, vous n'avez pas eu de résultat. Et je serais très curieuse de savoir ce que vous aurez fait avec le patient, d'autant plus que vous êtes devant une impasse thérapeutique. Merci. Merci, docteur Aïssatou. On donne la parole à Olivier avant de passer à Babaka. Olivier, oui, merci. parole. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Vous m'écoutez? Oui, on vous entend. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, vraiment. C'est une très bonne présentation. Je remercie le professeur. J'avais juste une question. Je voulais savoir si, est-ce qu'il a parlé de pneumonie, Klebsiella pneumonia. C'était bactérie qui cause les infections pulmonaires. Comment ils sont partis isoler les pneumonies, espèces pneumonia dans les infections urinaires? Je pense que pour l'infection urinaire, ça devait être autre espèce. Ça va, là, je voulais juste vous éclaircir sur ça, si l'espèce en question a été bien identifiée par les tests biochimiques. Merci.
Ouais, c'est ça. Merci Olivier pour cette question pertinente. Et Il y a un autre qui a levé la main, Ousmane Ndiaye. Niabali, du moins, excusez-moi. Ousmane, Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir à oui, vous avez l'équipe. une petite clarification pour Babacar? Juste une petite question, professeur. Je salue tout le monde. Je salue Dr. Kanjai, de passage. Je suis Ousmane Niabale, voilà, au laboratoire de biologie de Conakry. Je voulais juste demander à docteur, est-ce que vous avez eu à gérer un tel cas comme ça qui n'est pas nouveau? Et comment avez-vous géré cette situation? J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous avez eu de tel cas comme ça. Si vous avez eu des cas auparavant, comment est-ce que avez-vous envisagé de poser de tels cas comme ça? Je vous remercie. Merci, Monsieur Niabali. Oui. Nous allons donner la parole à Babacar. On a eu une série de questions, de clarifications, pour qu'il apporte des éléments de réponse. Babacar, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Awa. Alors, je voudrais remercier tout le monde pour l'intérêt porté à cette présentation. Donc, je voudrais, sans plus tarder, aborder les questions qui nous ont été posées par notre maître, le professeur Makhtar Kamara. En fait, pourquoi la phosphomycine? Effectivement, la phosphomycine a été démarrée en attendant en tout cas les premiers résultats du laboratoire. Donc, c'est ce que la clinique a mis comme traitement en attendant de recevoir le premier résultat. Donc, c'est ça. Donc, par rapport à l'amicacine, effectivement, l'amicacine avait été testée et l'amicacine était résistante. Donc, vous avez vu les gènes de résistance aux aminosides, pratiquement tous les aminosides étaient condamnés. Donc, pour Léonella, la résistance acquise en milieu de soins. Effectivement, en fait, ce cas n'a pas été diagnostiqué, n'a pas été, en tout cas, ne nous a pas été référé par l'hôpital. Donc, et la patiente n'était pas hospitalisée. Peut-être des suites de sa maladie, on a rappelé son tableau avant de venir au niveau de la clinique. C'est une patiente qui était alitée des suites d'un accident vasculaire cérébral. Mais pour la clinique, où les informations que nous avons sur la patiente, nous les avons recueillies. Ce n'est pas une patiente qu'ils avaient gardée. Donc ici, nous ne pouvons pas parler d'infection associée aux soins jusqu'à présent, compte tenu des informations que nous avons. Malheureusement, je n'ai pas bien entendu les questions de Fali. Peut-être Madame professeur Awa va nous les rappeler. En attendant, je vais passer sur les questions de Aïssatou, sur les nouvelles molécules. Effectivement, il est important de voir comment faire pour non seulement tester les nouvelles molécules, pour voir est-ce que ça marche sur des bactéries comme ça, mais aussi de les rendre disponibles dans le pays. Parce que les cliniciens, peut-être, qui sont là, et ils vont prendre peut-être la parole, ils savent comment c'est difficile de faire face à une infection et de ne pas avoir de solution. Et quand on sait qu'il y a des molécules qui existent, que ce soit ailleurs, et qui ne sont pas disponibles, et qui pourraient faire l'affaire dans des situations comme ça. Donc, c'est dans ce sens que je vais recommander que l'on investisse dans ça, que ce soit en termes de testing, mais aussi en termes de disponibilité, qui représente aujourd'hui un challenge majeur pour le système de santé au Sénégal. Pourquoi nous avons contacté la patiente? Nous avons contacté la patiente pour voir l'évolution. Est-ce que la patiente avait entre-temps changé de médecin? Bien, est-ce qu'elle a eu d'autres opportunités pour pouvoir trouver des solutions ailleurs? Est-ce qu'elle est décédée? Ça, c'est des choses qui nous intéressent quand nous faisons face à des situations. Et ça a intéressé aussi bien nous, en tant que laboratoire, mais ça avait intéressé aussi les cliniciens pour savoir, mais leur patiente, où est-ce qu'elle est passée? Donc, c'est dans ce sens que nous avons, que ce soit la clinique et nous, essayé de contacter et de voir qu'est-ce que la patiente est devenue. Et c'est tout à fait naturel. Donc, je pense qu'il y a une dernière question sur espèce pneumoniae. Bon, le terme, en fait, en bactériologie, Klebsiella pneumoniae, pneumoniae ne fait pas allusion forcément à une pneumonie. Donc, l'espèce est bien Klebsiella pneumoniae et ça a été
isolé d'infection urinaire. Donc, ce n'est pas le terme. Peut-être le terme peut semer une confusion, mais effectivement, c'est Klebsiella pneumoniae qui a été isolée. Et c'est une bactérie, hein, c'est la deuxième bactérie, c'est la deuxième entérobactérie responsable d'infection urinaire après le Escherichia coli. Donc, alors, gérer un tel cas comme ça, effectivement, Niambali, de plus en plus, l'écosystème en termes de bactéries multirésistantes au Sénégal va changer. Et plus on se donne les capacités de tester, plus on saura que les bactéries multirésistantes dont on parlait ailleurs existent au Sénégal. Et à nous de les détecter, à nous de prévoir comme des stratégies pour non seulement les traiter, mais aussi pour limiter leur propagation en milieu de soins, mais aussi en milieu communautaire. Parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a plus cette frontière entre le milieu hospitalier et le milieu communautaire. Donc, les bactéries commencent à s'étendre et à briser les frontières, que ce soit entre le milieu hospitalier et le milieu communautaire. Donc, c'est ce genre de cas, effectivement, nous faisons face à cela et nous essayons de collaboration avec les cliniciens pour pouvoir voir des stratégies pour faire face. Et cette communauté ECO est une bonne opportunité pour pouvoir échanger et discuter sur les stratégies à mettre en œuvre, adaptées au contexte local pour faire face à cela. Donc, je pense que j'ai fait le tour des questions qui m'ont été posées. Je vous retourne la parole. Merci. Merci, Babacar, pour ces éléments de réponse par rapport aux questions de clarification posées par la communauté ECO. Nous allons peut-être demander si l'expert également a des questions de clarification à vous adresser. On donne la parole à professeur Lo dans ce cas-là. Merci. Merci, professeur Awa. Merci également à Dr Babacar pour la présentation de ce cas qui est très intéressant et qui est le quotidien des laboratoires de microbiologie. La question que je voudrais, c'est est-ce que c'est une patiente qui était sous sonde ou bien est-ce que le prélèvement a été fait en respectant les conditions d'asepsie? Parce que cette notion de sondage également joue un rôle important. Et également, c'est une patiente qui est traitée en ambulatoire, mais d'après les antécédents, c'est une patiente qui est alitée et pour qui on peut imaginer des soins. Donc, probablement, ça peut être une infection qui est associée aux soins, que ce soit des soins prodigués par des soins médicaux ou bien des soins même prodigués par la famille. Donc, ces deux éléments-là doivent être éclairés. Donc, il y a ces deux questions-là. Et pour le reste, j'attends la réponse de Babacar? Merci beaucoup, professeur Seynabou, pour ces questions. Voilà, professeur Seynabou, l'expert du jour avec qui nous travaillons dans le cadre de la SOCEMIC, je vous remercie. Et voilà, ces questions sont pertinentes. La première qui porte sur le fait que est-ce que la patiente était sondée. Donc, non, la notion de sonde n'avait pas été mentionnée parce que nous, dans notre questionnaire, quand on recueille le prélèvement, on demande si la patiente est sondée ou pas, mais la patiente n'était pas sondée. Alors, les infections associées aux soins, effectivement, comme la patiente a été alitée, on peut imaginer qu'elle reçoit des soins, que ce soit à domicile, et de plus en plus, ça, c'est des pratiques qui existent et qui sont courantes, des pratiques qui sont courantes ici. Donc, on pourrait imaginer peut-être que ces bactéries ont été transportées peut-être de l'hôpital à la maison, et c'est une hypothèse qui est effectivement possible, mais nous ne pouvions pas l'affirmer ou bien l'investiguer compte tenu du fait que joindre la patiente était carrément une difficulté pour nous. Professeur, j'en ai fini. Merci Babacar pour ces éléments de réponse par rapport aux questions de clarification posées par l'expert. Nous allons peut-être... Moustapha Diop a une question. Moustapha? Merci beaucoup, professeur. Oui. Merci en tout cas pour cette initiative qui, je pense, va être très utile pour nous tous, aussi bien les cliniciens que les microbiologistes. Et merci à Babacar pour ce cas clinique.
pour ce cas clinique, mais ce cas clinique qui, à mon avis, souligne énormément de problèmes et de limites par rapport à la prise en charge de nos patients qui ont des infections bactériennes de façon générale et des BMR en particulier dans notre pays. Voilà, les principales limites, à mon avis, c'est d'abord un problème de dialogue clinico-biologique. Vraiment un vrai dialogue entre les cliniciens et les biologistes. Parce que c'est quand même étonnant de voir un patient qui a un Klebsiella avec ce gène de résistance NDM1 disparaître dans la communauté comme ça. Quand on connaît le potentiel que ce germe a pour le potentiel épidémique que ce germe a, c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant. Et à mon avis, c'est des cas qu'il faut même staffer. Je pense qu'il faut tout faire pour trouver un cadre d'échange entre les cliniciens et les microbiologistes pour que lorsqu'on a ces genres de germes isolés chez un patient, que ça puisse être staffé. Et bon, que chaque spécialiste sorte ses arguments pour qu'on puisse trouver une solution. Et surtout de contrôler la propagation de ces germes. Voilà, c'est ça, c'est un véritable problème, une véritable limite que ce cas clinique souligne. L'autre chose aussi, c'est des limites au niveau microbiologique. Je pense que ce patient, c'est parce que son prélèvement a été envoyé à l'Institut Pasteur qu'on a pu faire des tests génotypiques. Mais nous sommes tous d'accord que dans nos hôpitaux, il y a même des risques d'antibiotiques qu'on n'a pas. Et quel que soit ce qu'on va faire, on va se limiter au phénotype de résistance. Alors qu'en tant que clinicien, en tout cas en tant que prescripteur d'antibiotiques, on a souvent besoin d'avoir ces données génotypiques pour pouvoir guider les choix des antibiotiques qu'on a. Voilà, parce que nous, à l'hôpital, tout ce qu'on dit, c'est une suspicion de carbapenémase. C'est ça qu'on dit, entérobactérie, suspicion de carbapenémase. Mais on ne peut pas dire de façon formelle est-ce que c'est une carbapenémase ou pas. Je pense que ça, les microbiologistes le savent mieux que moi, parce qu'il peut bel et bien s'agir d'une BLSE, n'est-ce pas, un mécanisme enzymatique qui est associé à un phénomène d'efflux à côté. Et dans ce cas, rien que cette information-là peut bien guider le choix des antibiotiques qu'on va mettre. Donc ça, c'est une limite au niveau microbiologique que nous avons dans nos hôpitaux qu'il faut peut-être essayer de développer. C'est vraiment, vraiment important d'avoir dans certaines structures vraiment la possibilité d'aller jusqu'au génotypage. Ça aiderait beaucoup sur le choix des antibiotiques. Maintenant, l'autre limite, c'est bien sûr la disponibilité des médicaments. Il y a énormément d'antibiotiques qui ne sont pas forcément des antibiotiques de luxe, mais qui ne sont pas disponibles dans notre pays. Il y a des antibiotiques, il est même plus difficile et plus cher même d'avoir l'imipenem que d'avoir d'autres antibiotiques qui sont extrêmement utiles dans la prise en charge de certaines infections. Par exemple, tout ce qui est piperacine, tazobactam, ou voilà. Donc, c'est les antibiotiques dont on a besoin pour traiter certaines infections, mais qui ne sont pas disponibles ni dans les pharmacies, ni au niveau central. Ça aussi, c'est inquiétant. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est au niveau central ou est-ce que c'est un problème de... Moi, je dirais plutôt qu'il y a un problème de formation dedans, parce que certains antibiotiques, nous les cliniciens, nous n'avons pas le réflexe de prescrire certains antibiotiques. Et l'antibiotique, quand il n'est pas prescrit, le niveau central ne va pas commander. On a eu cette discussion-là avec des personnes qui travaillent à l'ARP et au PNA, qui nous disaient par exemple que l'oxazéline injectable, ils l'ont commandé pendant longtemps, mais aucune structure n'a fait la commande de cette molécule jusqu'à ce que ça devient, jusqu'à ce que ça se périme. Ça, c'est un véritable problème. D'accord, Moustapha. Oui. Merci encore pour ces recommandations que vous venez de nous faire. Donc, c'est une belle transition entre les questions de clarification et la prochaine étape qui concerne les recommandations que devra peut-être émettre les participants. Donc, M. Diop a parlé de certaines limites par rapport à la disponibilité du séquençage, la disponibilité de certaines molécules d'antibiotiques qui nous permettent peut-être de prendre en charge mieux nos patients dans les structures sanitaires, mais également le dialogue clinicien-microbiologiste, qui, à mon avis, est extrêmement important et qui peut-être parfois une faiblesse dans nos structures. Donc, quand vous parlez également
de certaines disponibilités par rapport aux antibiotiques. Ça peut être peut-être Oui, ça va bien. pays dépendant. Donc, nous allons vous remettre la parole très rapidement à la communauté pour que vous puissiez émettre ou suggérer des recommandations par rapport à ce cas-là, avant qu'on nous puisse donner la parole à l'experte pour la recommandation finale. La parole est à qui veut la prendre, mais de manière vraiment très rapide, parce que nous sommes très limités par le temps. Le professeur Sika également a émis certains participants ont émis des suggestions, des questions dans le chat que nous ne pouvons pas tous dérouler. Certaines sont sous forme de recommandations et comme on arrive à ce stade, c'est l'occasion peut-être de donner la parole à professeur Sika qui a également émis une recommandation assez importante et forte au niveau du chat. Professeur Sika, si elle est toujours en ligne. Léon est là également, vous prendre la parole. Moustapha? Oui, oui, professeur. Oui, vous avez levé la main. Oui, vous avez c'est une suggestion. Oui, c'est une suggestion, professeur, suite à la présentation de ce cas et des discussions qui en ont découlé. Ma suggestion serait qu'on puisse, pardon, la suggestion serait qu'on puisse mettre en place, je ne sais pas si ça existe au niveau Sénégal, mais qu'on puisse mettre en place un système de notification pour ce genre de résistance puisse automatiquement déclencher la mise en place d'une investigation épidémiologique. Parce que comme le confrère le soulignait tout à l'heure, le fait que ce patient soit en quelque sorte perdu de vue dans la communauté ayant présenté ce germe à haut potentiel épidémiologique pose un réel problème. Merci. Merci, merci Léonella. Nous avons également la main levée de professeur Hassan Dian. Hassan Dian, vous avez la parole. Merci, professeur Awa, et toutes mes félicitations pour cette importante activité organisée par la SOSEMIC à travers le coordonnateur professeur Cheikh Boy, que je remercie au passage, mais également professeur Seynaboulo et tous les autres maîtres qui ont vraiment contribué à la réussite de cet événement. Par ailleurs, également, je remercie le docteur Babacar pour cette présentation de cas qui est également très, très importante à mon avis. Maintenant, peut-être pour ce qui est de la recommandation à faire, comme l'a dit tout à l'heure notre maître, le professeur Camara, avec l'utilisation de la phosphomycine en monothérapie, je pense qu'il y a lieu quand même que les cliniciens soient formés pour un bon usage des antibiotiques. Ça, c'est la première recommandation que je voudrais faire pour ce qui concerne un peu la formation des prescripteurs. Mais cette formation également ne va pas se limiter sur la bonne prescription, les règles de bonne prescription, mais également, il faudrait également que ces personnels médicaux-là soient formés aussi à travers ce qu'on appelle Monsieur Dien, on ne vous entend plus? Oui, je pense qu'il y a des travaux qui sont actuellement en train d'être réalisés au labo. Pour éviter des bruits, je vais m'en arrêter à ça. Merci. Nous donnons la parole à professeur Aïssatoullah, infectiologue. Micro. Professeur Camara également a levé la main. Merci beaucoup, professeur Awa. Encore remercier une fois de plus Dr Babacar pour les éléments de réponse qui ont été apportés. Mais je pense que la recommandation forte que nous retenons de ce cas de figure-là, je pense qu'il y a peut-être un problème de communication entre les prescripteurs et les microbiologistes.
Ça, c'est ce que moi, j'ai ressenti dans la prise en charge de ce cas-là. Je pense qu'il va falloir renforcer cette communication-là. Cette communication-là puisse être à temps réel, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, pour que des échanges puissent se faire pour une prise en charge optimale des patients. Autre chose également, je pense que c'est dommage, parce qu'il y a un guide de prise en charge thérapeutique de toutes les pathologies bactériennes qui existent. Peut-être que ce guide-là n'est pas suffisamment vulgarisé. Il y a même des algorithmes de prise en charge des différents cas. Donc, je pense que ce serait, encore une fois, je pense que Dr Moussa Diop m'est témoin. Je pense qu'on a même fait la formation, c'est une formation pour les formateurs, pour les prescripteurs. Je pense que c'est vraiment l'occasion, encore une fois, de relancer la vulgarisation de ce guide-là pour que les prescripteurs puissent vraiment on va dire, s'approprier des différents schémas thérapeutiques en fonction des différents cas pathologiques qui vont se poser à leur niveau. Voilà ce que j'avais comme quelques recommandations selon les résultats que moi je retiens de ce cas-là. Ouais. Merci. Et excusez-moi, je pense également qu'il est toujours bon également de tester une gamme beaucoup plus large d'antibiotiques, notamment les polypeptides, qui peuvent être des alternatives pour sauver des cas comme ceux-là. Voilà. Voilà, merci bien. Merci, professeur Camara, pour ces recommandations assez pertinentes. Nous donnons la parole à Bintaba également, qui a levé la main. Bintaba, vous pouvez ouvrir votre micro. Ndeye Assetou également, si vous voulez prendre la parole. Ndeye Assetou là. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui, on vous entend très bien, Aïssatou. Excusez-moi de la qualité de la voix qui n'est pas des meilleures. Donc, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour cette initiative et pour tout ce qui est Antimicrobial Stewardship Programme. Et on voit que les bactéries multirésistantes et la résistante au carbapenemase, notamment le KPC ici, est une réalité chez nous. Donc, je ne vais pas revenir sur le problème entre le dialogue, peut-être qui a un peu manqué ici entre les microbiologistes et les cliniciens. Donc, c'est l'occasion de faire une recommandation qui a déjà été faite par nos collègues, mais c'est surtout de pouvoir disposer de manière vraiment pratique d'un cadre de collaboration entre nous, notamment un comité pour les cliniciens et les microbiologistes lorsqu'on a de pareilles situations, voir comment aider les praticiens que nous sommes à bien prescrire les antibiotiques. Donc, il faudrait peut-être qu'on ait au niveau au niveau, bon, c'est vrai qu'il y a un comité antibiotique qui existe déjà, mais de manière vraiment pratique, voir quand les personnels ont ce genre de soucis de prescription, qui contacter, comment les contacter pour les aider. Deuxièmement, il y a la recommandation que vient de donner professeur Makhtar Camara, que je salue au passage, et sur notamment la gamme de testing sur les antibiotiques. Nous, par exemple, dans le cas précis, effectivement, la colistine, moi j'aurais aimé entendre en tant que clinicienne, la colistine ici, est-ce qu'elle est sensible ou pas? Parce qu'on sait que dans ces cas, l'autre arme que nous avons, c'est la colistine, bien qu'elle ne soit pas disponible dans nos pays. Donc, c'est l'occasion de fournir un dossier plus important à soumettre à nos comités ARP et autres dans les AMM pour ces différents produits, qu'ils soient disponibles, mais pas simplement derrière qu'ils soient disponibles, mais qu'ils puissent, pour que la prescription également puisse être encadrée. Qu'on ne puisse pas faire ce qui est en train d'arriver actuellement avec l'imipenem où on peut prescrire tout le temps et à tout va.
Ma dernière recommandation, si vous permettez, c'est notamment de disposer. Je ne suis pas sûre qu'actuellement, il est défini un centre national de référence pour la surveillance de toutes ces bactéries multirésistantes. Je pense qu'il faudrait que nous y allions et qu'on puisse avoir des procédures, notamment dans la notification de ces différentes souches qui existent, également dans la manière également de les collecter et qu'à échéance régulière, que ces structures de référence, qu'il s'agisse des Klebsiella, des entérobactéries d'une manière générale, des staphylocoques d'une manière générale, comment les surveiller. Donc, et également derrière, puisqu'en tant que prescripteur, donc l'encadrement de ces prescriptions et aller plus loin sur le guide. Je pense que à moins que je ne me trompe, mes souvenirs sont bons, sur tout ce qui a trait aux résistances, je ne pense pas aux infections associées aux soins. Bon, aux infections associées aux soins, il y en a, je pense, sur le guide de trucs, mais qu'on puisse vraiment, au moment où les antibiogrammes sont disponibles, comment accompagner les prescripteurs à donner le bon antibiotique dans ces cadres prescrits, notamment ici, la colistine qu'on devait prescrire, la tigécycline peut-être derrière, et avoir à disposition la ceftazidime, avibactam, ainsi que les autres antibiotiques. Donc, excusez-moi un peu d'avoir été longue, professeur. D'accord. Merci beaucoup, Professeur Aïssatoula, pour cette intervention et ces recommandations très pertinentes. Nous allons donner la parole à nouveau à l'expert pour le résumé de ces recommandations, afin de faire également un consensus par rapport à ces recommandations. Professeur Lo, vous avez la parole. Merci, professeur Awa. Merci également à tous les intervenants. Je pense que c'est un cas qui est très intéressant, ce qui a suscité plein de questions, de clarifications et de contributions. Donc, je dirais que Klebsiella pneumoniae partage avec Escherichia coli la majorité des bactéries causant des infections du tractus urinaire. Et donc, c'est une entérobactérie qui a pour habitat le tube digestif, mais également l'appareil respiratoire. Donc, pour répondre un peu à la question qui a été soulevée par rapport à l'espèce pneumoniae, c'est vrai, c'est une espèce qui peut donner une pneumonie, mais également qui est très retrouvée dans les infections du tractus urinaire et surtout dans les infections associées aux soins également. Donc, pour dire que la présentation du cas de Babacar, en fait, en matière de laboratoire, c'est le cas idéal parce qu'il est allé jusqu'au bout. Mais en réalité, c'est pas la vraie vie de la plupart de nos laboratoires. Parce qu'en réalité, si on parvient à avoir un laboratoire de microbiologie, il faut partir de la microscopie, de la culture. Parfois, on s'arrête à la microscopie. Il y a certains qui vont jusqu'à la culture. L'antibiogramme classique avec les disques d'antibiotiques qui est plus pratiqué en tout cas dans la majorité des laboratoires. Certains vont aller jusqu'à faire les CMI, ce qui est intéressant. Et la PCR, il y a le Dimexper également qui peut être utilisé pour rechercher les gènes, le BUTEC pour les résistances et aller jusqu'au séquençage. Et tout ceci pour dire que même si nous sommes dans un laboratoire qui n'a pas tous les moyens, je pense qu'il y a toujours moyen de référer de la souche à un autre laboratoire qui a un niveau plateau technique plus élevé. Et ça me permet de répondre à ce que disait tout à l'heure Aïssatou sur le CNR concernant la surveillance des BML. Parce que ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'avoir un laboratoire qui surveille les BML, qui nous permet de faire des notifications et d'aller jusqu'au bout de la recherche pour connaître les gènes qui circulent. Parce qu'en fait, ce cas-là, c'est une patiente qui est traitée en ambulatoire, chez qui on retrouve une bactérie hautement résistante pour laquelle pratiquement il n'y a plus de choix thérapeutique. Et là, c'est un cas qui est très grave parce que c'est sûr que la souche va être disséminée à travers la communauté et donc il faudrait vraiment traquer l'origine de cette souche et également peut-être les personnes qui ont été en contact, soit celles qui faisaient les soins ou bien en tout cas toutes les personnes qui sont intervenues à ce cas-là. Alors, donc, pour dire que si nous sommes dans des laboratoires dans lesquels on ne peut pas aller jusqu'au bout, c'est mieux de définir le laboratoire de référence ou bien les laboratoires de référence chez qui on peut acheminer
notre échantillon pour pouvoir aller jusqu'au bout afin de déterminer le traitement. Le traitement, je pense que le professeur Aïssatou est largement revenu là-dessus. C'est des bactéries pour lesquelles les choix sont vraiment très limités. Mais nous avons des nouvelles associations, des nouvelles molécules qui malheureusement ne sont pas encore très disponibles dans nos pays. C'est pour cela que les tests ne sont pas effectués. Je veux parler de l'association Ceftazidime avibactam, qui peut être utilisée pour certaines bactéries multirésistantes, Altreonam avibactam, Ceftolozane tazobactam. La phosphomycine, pourquoi elle a été utilisée? Les antécédents de traitement de cette patiente n'ont pas été mentionnés, mais sûrement le fait d'utiliser la phosphomycine découle d'une antibiothérapie antérieure qui n'a pas marché, parce qu'en général, parfois, la phosphomycine, elle marche également chez les entérobactéries, chez certaines carbapénémases. Donc, sûrement, le fait que les cliniciens ont utilisé la phospho, ça découle d'un antibiogramme antérieur qui n'a pas été mentionné dans le dossier du patient. Donc, pour en revenir aux recommandations, la recommandation, donc pour la prise en charge, là, je laisse, parce qu'il y aura d'autres sessions qui vont se consacrer uniquement pour les prises en charge thérapeutiques et que les infectiologues et les cliniciens vont de long en large développer. La formation du personnel médical, oui, il faut une bonne formation du personnel parce qu'en réalité, les phénotypes même que nous rendons, les conclusions des antibiogrammes que nous rendons sont parfois difficilement interprétables par les cliniciens ou bien les prescripteurs. Et donc, il y a lieu de faire une formation beaucoup plus approfondie pour leur permettre, quand on parle de phénotype BLS ou bien de phénotype CARBA, qu'ils puissent connaître, savoir à quoi on fait référence, quelles sont les molécules qu'on peut utiliser. Et également, renforcer le plateau technique des laboratoires parce qu'il y a certains types d'antibiotiques qui sont des antibiotiques marqueurs qu'on doit tester. Par exemple, pour la résistance au carbapénème, il faut forcément tester le mertapénème, ensuite l'imipenem et si possible le méropenem, parce que le fait de tester uniquement l'imipenem peut ne pas nous permettre d'avoir une bonne information, d'autant plus que la PCR et le génotypage ne sont pas disponibles dans tous les laboratoires. On a parlé également du bon usage des antibiotiques. Là également, c'est un réel problème parce que le guide d'utilisation des antibiotiques, en tout cas au niveau du Sénégal, a été mis à jour, mais c'est la diffusion, la vulgarisation qui fait défaut. Donc, il faudrait que ce guide soit bien partagé avec les prescripteurs parce que pour chaque type de pathologie, chaque type d'infection, on a les molécules à utiliser, ce qui fait que ça nous permet de sécuriser les molécules qu'on peut utiliser en cas d'infection à bactéries multirésistantes. La communication entre acteurs, ça, on ne cesse de crier pour ça, parce qu'il n'y a pas une bonne communication, ce qui fait que même parfois les informations qu'on délivre pour le patient, ce sont des informations qui manquent. Et là, moi, je me dis que il y a certains hôpitaux dans lesquels, quand les infectiologues, les réanimateurs font des staffs tous les matins, l'équipe du laboratoire doit assister à ces staffs-là. Et donc, il doit y avoir un dialogue permanent entre le laboratoire et les prescripteurs pour pouvoir équilibrer le traitement d'un patient. Donc, on a parlé de CLR, on a parlé également de référents pour le traitement, oui, parce qu'en réalité, pour ces cas-là, c'est difficile parce que tous les jours, nos collègues cliniciens nous interpellent. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Toutes les molécules sont résistantes. Et dans ce cas, c'est difficile. Donc, je pense que également, on doit mettre en place une équipe qui puisse nous, en tout cas, travailler sur quand on a des résistances de cette façon-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer la prise en charge du malade. Et ça nous permet d'avoir un dossier, comme l'a dit une collègue, en tout cas, un dossier bien commenté pour la mise, l'autorisation sur le marché des nouvelles molécules dont on a parlé et des associations dont on a parlé. Donc, pour résumer, je pense qu'il y a ces recommandations-là. Maintenant, d'autres recommandations, c'est renforcer la capacité de détection au niveau des laboratoires. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Et référer toutes les souches d'intérêt. C'est-à-dire, je suis dans un laboratoire périphérique ou bien même je suis dans un laboratoire central. Je n'ai pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Je réfère la souche aux autres collègues pour qu'on puisse avoir
les données concernant cette souche et également trouver la bonne solution. Utiliser le guide, je pense qu'on a déjà parlé. Bon usage du guide, ça nous permet de sécuriser les antibiotiques qui sont des antibiotiques majeurs qu'on utilise en cas de résistance, de multirésistance. Je pense que, professeur Awa, ce sont les recommandations que j'ai pu synthétiser et je vous remets la parole. Merci. Merci, professeur Do. Forte recommandation issue de cette session. Nous confirmons bien avec le président Babacar. Oui, professeur. Vous avez bien retenu, les questions de clarification ont été, on a répondu aux questions. Oui. Des recommandations fortes sont issues de cette session également. Tout à fait. Nous vous invitons également à présenter d'autres cas. Nous vous remercions déjà pour le courage et l'apport scientifique que vous avez fait sur cette session en vous désignant, en vous portant volontaire déjà pour pouvoir présenter ce cas-là. Donc, nous invitons également les autres collègues, toute la communauté qui est connectée, à proposer des cas pour les prochaines sessions, à faire comme Babacar. On aimerait également faire un clap de remerciement, si vous le souhaitez, vous tous, ceux qui sont en ligne, à Babacar également. Donc, nous remercions les participants. Nous remercions également le coordonnateur à qui nous donnons la parole pour quelques mots pour clôturer la session sur ECHO. Encore une fois, merci à ECHO, merci à ASM et merci à toute l'équipe de Sodemic et aussi à l'équipe du professeur Alimatou de nous avoir permis de réaliser une première session très riche. Vous savez, l'antibiologie est une science où tous les acteurs ont un rôle à jouer. Donc, il faudrait arriver à coordonner les actions et peut-être trouver des solutions idoines. Donc, l'approche actuelle doit nous permettre de résoudre des problèmes. Le problème, Babacar a posé un problème. La finalité était de résoudre le problème avec des solutions et des recommandations. Donc, c'est pourquoi, Babacar, il faut prendre en compte la finalité. Pour l'infectiologue, il y a un patient diagnostiqué, il faut le traiter et le guérir. C'est ça la finalité. Donc, vous leur donnez des molécules avec des résultats de biologie moléculaire. L'idéal aurait été que le patient soit retrouvé, traité et guéri. Donc, on va essayer de travailler étroitement avec les praticiens pour trouver les meilleures solutions idoines à travers cette approche ECHO qui est la résolution des problèmes. En tout cas, merci encore à toute l'équipe de ECHO de New Mexico, de l'Institut ECHO, à toute l'équipe de ASM et aussi à tous les participants. Je vous remercie. Merci, professeur. Merci à tous les participants. Merci. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre session ECHO AMS. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous porter volontaire et à proposer des cas également à présenter pour une large partage d'expérience entre biologistes. Merci. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur. Merci également, Alexa. Merci beaucoup, professeur. Et aussi à l'équipe. L'équipe ECHO de Abbas Ndao. Professeur Ali. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. Et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, professeur Boy, professeur Alima. Bien sûr, à tout le monde. Merci à tous, vraiment.